Bonjour tout le monde. Bon, eh bien nous allons continuer la lecture de Philippe Génada, Vie et mort de la jeune fille blonde. Et là, ce sera le chapitre 5. Alors j'ai innové aujourd'hui. J'ai pris une lampe en fait. J'en avais marre de mes petites guirlandes lumineuses, des bougies foireuses qui s'éteignaient. Donc je sais pas ce que ça donne. C'est bizarre, ça éclaire. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Là, la lumière, je suis assez content de la lumière. C'est très important d'être content de la lumière dans la vie, en fait, en général. La lumière, ça change l'espace. Hein. C'est pas une découverte, mais il y a plein de gens qui feraient bien de redécouvrir cette non-découverte. Bon, aujourd'hui, j'ai fait exactement 11 trous dans le calage de ma salle de bain, tous à des endroits qui ne vont pas finalement. Je suis fatigué, j'ai touché mes limites aujourd'hui, mais certaines de mes limites, j'en ai plein d'autres, mais de façon tellement violente en fait, et définitive, parce qu'il faudrait recarreler la salle de bain. Je suis un peu déprimé en fait. Bon, donc j'espère, je compte beaucoup sur le chapitre 5 de Philippe Génada pour retrouver un peu d'allant en fait. Putain, je suis le pire bricoleur de la Terre, quoi. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Tant pis, tant pis. Hein? La perfection n'est pas de ce monde. On attaque? Allez, on attaque. 5. Non, ah oui, non, j'avais dit que je faisais un petit résumé. Donc, le narrateur est un dîner avec des sortes de fous. Il y a plein de digressions pendant 4 chapitres. Il y a plein de personnages. Il commence par un concours de claques. Et puis finalement, il y a un absent, un type Patrick Hudlin, qui finalement s'est fait complètement arnaquer, voler par des mecs dans la rue, mais qui donc ne viendra pas. Et à chaque fin de chapitre, le narrateur nous dit que cette soirée a changé sa vie, ce soirée a changé sa vie, et on a beau assister à différents événements un peu étranges, tous. Pour le moment, on voit vraiment pas comment cette soirée a pu changer sa vie. Enfin, moi, je vois parce que j'ai déjà lu plusieurs fois le livre, mais vous ne voyez pas. Et donc là, on est quand même au chapitre 5, on a page 65, et il nous fait languir. J'adore ce mot, languir. Languir, c'est comme... ça me plaît, je sais pas pourquoi ça me fait penser à lascif, en fait. Je veux dire, moi, je sais pas, une femme lascive m'a toujours fait languir. Je trouve que ces deux mots ont un lien, quoi. C'est comme les fraises et le champagne. Ils vont ensemble. Enfin, ça, c'est ma théorie. Alors, on attaque. L'atmosphère était... L'atmosphère avait irréversiblement changé. Les joyeux invités paraissaient plus amers, plus fatigués. Au fond, personne ne se faisait de soucis pour Odeline. Il aurait tenu le coup, jambes et bras coupés. Mais le récit de l'incident, qui s'était glissé jusqu'à l'intérieur du cube par le téléphone, rappelait sans doute à certains que dehors tout était instable, et avait en tout cas diffusé dans la pièce d'imperceptibles particules de gravité, de rigidité, d'inquiétude. Cependant, après quelques instants, quelques soupirs et grognements, les verres se sont remplis tout seuls et les conversations ont repris, naturellement, d'un verre plein à l'autre. Plusieurs anecdotes sont passées au-dessus de la table, d'Alice à Jacques et de Bob à Marie-Sophie, toutes plus ou moins liées au danger, au coup du sort, à la traîtrise et à la perte de contrôle. Je n'étais pas bien. Quelque chose n'allait pas dans ma vie, je le percevais maintenant presque physiquement, à l'intérieur. Quelque chose qui était en rapport avec l'instabilité, la perte de contrôle, et avec le vide. Non pas dans le monde, mais en moi. Ou du moins en moi comme dans le monde. Je me sentais éparpillé et vulnérable, désarticulé. J'étais ivre, mais me voyais clairement comme une balle légère qui rebondit de manière aléatoire, ici ou là, sans se souvenir du rebond précédent, sur un parcours bosselé qui la renvoie n'importe où. Et plus le temps passait, bien sûr, moins je trouvais de cohérence au chemin, au rebond, à l'ensemble, plus la construction se disloquait. Je n'écoutais plus vraiment ce qu'il disait à table, Anne-Catherine Fat non plus, apparemment. Et c'est à ce moment-là que Paul a parlé de sa fille. Ça ne m'a pas tout de suite intéressé. Vous suivez toujours? Merde. Un insecte a voulu faire son nid dans mon oreille gauche. On continue parce que là on rentre dans le vif du sujet. Le type avec qui elle vivait dans le sud depuis 3 mois, un voyou tchadien de la pire espèce, venait de disparaître avec le peu d'argent qu'elle avait encore,
tous ses médicaments et la plupart de ses appareils électroménagers. C'était triste, mais de toute façon, disait Paul, ça ne changerait pas grand-chose. Lui, en tout cas, avait baissé les bras depuis longtemps. Il l'avait aidé, ou du moins avait essayé, pendant de longues années, d'abord de toutes ses forces de père, expliquait-il, puis juste matériellement, par chèque, jusqu'à ce qu'il laisse tomber ça aussi, au bout de 5 ou 6 ans, car ça ne servait à rien. Plus il lui donnait d'argent, plus elle se défonçait. Il avait toujours dû abandonner. Elle lui téléphonait de temps à autre, de moins en moins souvent. Elle avait 36 ans, elle était toxico jusqu'au plus petit globule, séropositive, peut-être même avec un sida déclaré. Il ne savait pas vraiment. Elle ne restait jamais plus de quelques semaines avec quelqu'un et toujours avec de sales types qui la frappaient ou l'arnaquaient d'une façon ou d'une autre. Elle avait avorté un nombre incalculable de fois et fait 3 fausses couches, reçu plusieurs coups de couteau, avait fait quelques séjours prolongés à l'hôpital pour des coups plus violents que d'autres et passé 2 mois et demi en prison. Elle faisait maintenant la pute de plus en plus régulièrement, vendait sa bouche et son cul pour rester encore un peu en vie. Elle était devenue aigre et méchante, elle n'était plus que ça, de la haine et de la souffrance. Elle avait le cœur détruit et le sang pourri. Sa mère était une actrice célèbre. Excusez-moi, il faut bien un peu sourire parce que sinon c'est trop violent, je trouve. Hum. Je connaissais les Mourati depuis 6 ans et je découvrais que Paul avait une fille. Ce soir-là, il était encore plus bourré que d'habitude. La moitié des personnes présentes semblaient aussi surprises que moi. Manifestement, seul Jack Kent, peut-être Bob Royal qui fixait son verre, et Luc Merritt étaient au courant de son existence. Et Alice, bien entendu, qui, à ce que j'en savais, avait récupéré Paul dans un état lamentable, mais combien de temps après sa rupture avec l'actrice, je n'avais pas envie de poser la question. Tout cela me paraissait suffisamment sordide et inquiétant. L'état de cette pauvre fille et l'attitude ambiguë de son père, l'absence de sa mère, qu'on admirait partout ailleurs. Je préférais le laisser finir sans rien dire, puis me lever de table pour aller m'asseoir quelque part avec un verre de whisky. Je n'ai jamais su quoi faire avec elle, je n'ai jamais su comment faire. L'année dernière, tiens-toi, elle a débarqué ici pour chercher de l'oseille, comme une hystérique, à 5 heures du matin, avec juste une chemise en plein hiver. J'ai refusé de lui donner quoi que ce soit. Tu te doutes bien, à chaque chèque que je lui fais, j'ai l'impression de la tuer. Là, elle voulait pas de chèque, elle voulait du liquide. Elle a sorti un couteau et elle s'est taillée dès le bras devant moi, devant son père. Un grand coup de lame, elle hurlait, complètement dézinguée. C'est pas tout. Elle s'est mise à m'asperger de sang en gueulant qu'elle allait me refiler son truc si je l'aidais pas, si je lui donnais rien, qu'elle allait me faire crever. Elle se rendait même pas compte que c'était mon sang qu'elle était en train de me balancer à la gueule, nom de Dieu. Mon sang en version empoisonnée. Tu vois ce que je veux dire? Retour à l'envoyeur. Alice est descendue à ce moment-là. T'imagines la scène? Bref, Céline l'a traité de tous les noms. J'ai fini par lui filer de son pognon, pas parce que j'avais la trouille de me faire contaminer, tu parles, pour ce que j'en ai à foutre, mais voir ma fille qui me crachait mon sang dessus, nom de Dieu, qui me détestait au point de vouloir ma mort, et vraiment, pas juste en penser, je pouvais pas. J'étais plein de sang, elle est partie sans dire un mot, vlan, elle s'est barrée en chemise avec son fric pour aller Dieu sait où, chercher sa cam et se la foutre dans les veines. Alice et moi, on s'est regardés. En une seconde, elle avait disparu, et il n'y avait plus chez nous que du sang partout. C'est beau. C'est beau. C'est horrible, a dit Craven. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Sincèrement, j'ai cherché, tu penses. J'ai retourné le truc dans tous les sens, je comprends pas. C'est de ma faute, c'est sûr, je me fais pas d'illusions, mais j'y réfléchis, t'imagines pas combien de jours et de nuits, j'arrive pas à savoir à quel moment vraiment je me suis planté. Et pourtant, ça doit être une sacrée grosse connerie que j'ai faite, parce que pour en arriver là, pour que ma fille soit sur le point de crever, à 36 balais, et essayer de me faire crever avec elle, ça doit pas être le genre de connerie subtile qui passe inaperçue, à mon avis. Mais quoi, quand? Quand j'ai arrêté de la voir et que je me suis mis à lui envoyer des chèques, c'est sûr, je l'ai achevé, c'est une grosse connerie, mais j'en pouvais plus. C'était impossible, elle devenait trop violente et de toute façon, c'est pas ça qui l'a bousillée, c'est sûr. Elle faisait déjà n'importe quoi, elle était déjà bourrée de cam jusqu'à la moelle. Elle vivait dans des squats avec des types qui la baisaient à tour de rôle. C'est avant que j'ai raté quelque chose. À 20 ans, elle m'a appelé en pleine nuit de l'hôpital. Elle s'était fait tabasser par 2 types. Elle avait la tête en bouillie et le médecin m'a dit qu'elle était gavée de je ne sais plus quel médicament pour les problèmes cardiaques, qu'elle avait failli y rester. Mais qu'est-ce que j'avais fait, moi? Parce que c'est moi qui l'ai élevée. C'est moi qui lui ai donné ce que je pouvais lui donner pour qu'elle vive bien. Alors forcément, c'est moi qui me suis trompé quelque part. Mais elle était partie de la maison depuis à peine un an. C'est quand même pas de bonheur, 19 ans. Et c'est elle qui est partie. C'est pas comme si je l'avais foutue à la porte à 15 ans, tu vois ce que je veux dire? Comme on entend souvent quand les choses déraillent.
C'est encore avant, c'est sûr. Sa salope de mère s'est barrée, elle avait même pas 2 ans. La carrière, mes petits gars, la carrière et la gloire. Mais quand elle était gamine, elle était, je sais pas, elle était normale, elle était gentille, elle était équilibrée. Je demandais toujours à l'école si ça allait, pas de problème. Et la femme que j'avais trouvée pour s'occuper d'elle dans la journée, ou le soir quand j'étais pas là, me disait pareil, tout se passait bien. C'était pas n'importe qui cette femme, j'avais cherché longtemps. C'était une Tunisienne, quelqu'un de remarquable. J'ai jamais eu le moindre doute là-dessus, très cultivée, très patiente. Céline l'adorait. J'ai quand même pas rêvé. Et on est partis en vacances tous les deux, la petite et moi, en Italie. Elle devait avoir 8 ou 9 ans. C'était des vacances merveilleuses, je suis pas fou. Elle riait tout le temps, elle m'embrassait tout le temps. C'était comme si elle se souvenait pas de sa mère, comme si elle avait jamais eu de mère. Pas une fois je l'ai vue triste ou je l'ai entendue se plaindre de quoi que ce soit de ce côté-là. Elle s'intéressait à tout. On parlait tous les deux pendant des heures. Elle était pleine de vie, elle riait tout le temps. Maintenant, c'est une sorte de monstre qui agonise. Il y a un moment où ça a basculé, mais pourquoi? Nom de Dieu, j'en sais rien. Vers 12 ans, j'ai remarqué qu'elle changeait. Je t'ai raconté, Alice. Et pas vraiment comme une histoire d'adolescence ou de puberté ou quoi. C'est pas qu'elle devenait méchante ou énervante ou rebelle. On était toujours très proches, mais je sais pas. Elle s'intéressait beaucoup aux garçons, par exemple, beaucoup trop pour son âge. J'en trouvais de plus en plus souvent à la maison, des gamins. Et c'était jamais les mêmes. À 12 ans, tu vois ce que je veux dire. Et elle me parlait de ça comme si c'était tout à fait normal, alors que je n'osais pas trop la brusquer. Ça me faisait plaisir qu'elle m'en parle, quelque chose comme de la complicité, j'osais pas trop la rembarrer. Mais ça s'est vite transformé, très vite, j'ai rien compris. En un an, je me suis retrouvé avec une fille incontrôlable, et je savais pas quoi faire. L'année de ses 13 ans, on est parti en vacances à, à Carcans-Maubuisson, près de Bordeaux. Je sais même plus ce qu'on allait foutre là-bas. Elle avait dû voir une photo dans une brochure ou quelque chose dans ce goût-là, et en 3 semaines, elle s'est fait sauter par tous les jeunes mecs de la région. Enfin, presque, j'imagine. Là, ça devenait inquiétant. J'étais en train de boire une gorgée de vin. Je me suis interrompu, le verre entre les lèvres, avec comme une petite sonnerie de réveil à l'intérieur. Bip, bip, bip. J'ai avalé, puis j'ai là lentement reposé mon verre sur la table. Durant un court instant, j'ai hésité à dire quelque chose, mais instinctivement, je me suis retenu, malgré l'alcool que j'avais ingurgité depuis le début de la soirée. On a ses réflexes. Paul continuait à parler, il a raconté comment il avait surpris sa fille en pleine partouze dans leur appartement. Un mercredi après-midi, il y avait des filles et des garçons en train de baiser ou de se toucher dans le salon, par terre dans la cuisine, dans son propre lit. Et quand il était entré dans la chambre de Céline, elle était à 4 pattes sur son lit, se faisait prendre par un mec derrière elle et en suçait un autre à 14 ans, pendant qu'un troisième attendait son tour, debout à poil près de la porte. De mon côté, en reposant mon verre, j'avais failli dire « Oh, Carcans-Maubuisson ?» Car j'avais passé des vacances là-bas, moi aussi. C'était mes premières vacances sans mes parents. J'étais parti avec mes 3 amis, Joe, Bub et Gwen. Mes 3 amis de toujours, auxquels je ne pensais plus assez souvent, mais qui me revenaient brusquement en tête à cette table, devant ce verre à moitié vide. Les 3 autres pieds du beau tabouret de ma jeunesse, Joe, Bub et Gwen, que je n'ai pas quitté de 8 à 20 ans, avec qui j'ai passé chaque jour de mon adolescence, avec qui j'ai tout partagé en grandissant, puis que j'ai perdu de vue. Ils sont loin maintenant, les 3 seuls vrais amis de ma vie, quoi qu'il arrive. Et nos premières vacances. J'avais 16 ans. Nous avions choisi Carcans-Maubuisson, au bord de l'Atlantique, parce que Joe connaissait bien, sa grand-mère habitait à côté. Je continue parce que il n'y a pas de... Si je faisais des commentaires, ça déflorerait la suite, en fait. Et là, déjà, j'ai eu le temps de m'arrêter, en fait, et d'en parler. C'est très dur, en fait, de s'arrêter. C'est vraiment un flux, ce texte. Et je me sens le trahir, en fait, en faisant des commentaires. Et en même temps, je me trouve un peu débile à lire comme ça. On se croirait dans une émission chiante de l'ORTF. En plus, je lis pas très, très bien. Et dès que j'essaie de faire des effets, je suis absolument grotesque. Bon, alors je vais continuer, hein. Paul ne s'arrêtait plus. Il était pressé de tout déballer. Il avait le désespoir et la rage d'un homme qui va mourir et veut se libérer vite du malheur de sa fille. L'exposer tout entier sur la table pour ne pas rester seul avec ce poids, pour ne pas finir aussi chargé, seul avec sa douleur et sa honte. Plus personne d'autre que lui ne parlait. Ses invités l'écoutaient, certains fascinés par le drame, qui prenaient un air bête, d'autres de plus en plus embarrassés, qui s'affaissaient. Il racontait à présent le jour des 17 ans de Céline. La famille était à peu près réunie pour la première fois. Même sa mère était venue, un peu gênée, dans une vapeur de gloire. Il y avait un grand-père, 2 grands-mères, des oncles, des tantes, des cousins et cousines, et quelques amis de Céline, des filles et des garçons.
Au milieu du repas, elle s'était levée avec un garçon. Au bout de 10 minutes, les autres jeunes gens étaient allés voir ce qu'ils fabriquaient. Les tomates farcies n'allaient plus être mangeables et n'étaient pas revenues non plus. Sur l'ordre d'une grand-mère agacée, une cousine s'était dévouée pour jouer les chiens de berger. Elle était de retour 30 secondes plus tard dans la salle à manger, blême et muette. Paul, tremblant, la mère et la grand-mère en colère s'étaient précipités dans le couloir. Il n'avait pas eu besoin d'aller jusqu'à la chambre de Céline. Elle était sur le tapis du grand salon, affairée à satisfaire 3 garçons en même temps, pendant que 2 autres couples baisaient juste à côté. Le temps que Paul réalise ce qui se passait, tente d'assimiler la situation, il avait entendu des murmures dans son dos. Ils étaient tous là, en petits groupes de spectateurs épouvantés, les oncles, les tantes, les cousines, les cousins, l'autre grand-mère, le grand-père, serrés les uns contre les autres à cette vision familiale de l'enfer. L'actrice s'était jetée sur sa fille en hurlant, l'avait tirée par les cheveux pour l'arracher à cette horreur, mais Céline riait comme une damnée, une bite dans la bouche. Le plus stupéfiant, c'était moins son comportement que celui de ses amis, qui avaient été si polis jusque-là. À moitié nus sur le tapis, ils se léchaient, bavaient, se frottaient, grognaient, se fourraient des doigts partout et s'empalaient de bon cœur devant ces braves gens incrédules qui ne leur avaient rien fait. Au milieu du repas, cette chair obscène par terre. Il ruisselait de vices sous les yeux de toute la famille réunie, serviettes blanches à la main, pétrifiées. 2 cousins courageux avaient essayé de les séparer, mais c'était comme s'ils tentaient d'intervenir dans un film. Les démons lubriques continuaient à se grimper dessus dans la vase et à s'engloutir les uns les autres sans se laisser troubler, sans même se rendre compte qu'on les bousculait, tourbillonnant, hermétiques au monde extérieur. Il n'y avait rien à faire contre la nudité, contre le sexe, l'assouvissement du désir. C'était bestial et invincible. Après quelques cris de dégoût et d'indignation, les grands-parents, les tantes, la mère, tout le monde était parti, laissant les tomates farcies dans les assiettes et Paul tout seul dans l'appartement avec les malades qui s'étaient fait jouir jusqu'à 5 heures du matin. Paul seul abasourdi, enfermé dans sa chambre. L'anniversaire de Céline a été raté. Putain, il a quand même un sens de la... Quand il arrive à la fin, là, il sait finir les paragraphes, quoi. Il sait finir les paragraphes, il sait finir les chapitres. Il a la... il sait clore, quoi. Il sait ponctuer. Il faudrait appeler toute la famille le lendemain pour essayer de s'excuser. C'est 17 ans, il y a si longtemps. Aujourd'hui, Céline, cette jeune fille sauvage, n'avait plus grand-chose d'humain. C'était un morceau de chair gangréné qui glissait vers la mort en poussant des grognements. La dernière fois qu'il était allé la voir dans le trottoir dans un quartier un quartier sordide de Marseille, elle ne l'avait pas reconnue et lui avait proposé une pipe pour 20 euros. L'année de nos vacances à Carcans-Maubuisson était enfouie dans ma mémoire, perdue dans mon passé, parmi bien d'autres années, bien d'autres vacances, d'autres lieux et d'autres histoires, dissoutes dans le vrac de tout ce que j'avais vécu. Putain, c'est beau ça, dissoutes dans le vrac de tout ce que j'avais vécu. Le vrac de tout ce qu'on a vécu. C'est beau, c'est du grand style, mes amis. Pourtant, je pouvais la retrouver, l'isoler, puisque j'avais 16 ans à l'époque. La fille de Paul en avait 13, c'était donc probablement l'année où ils étaient là-bas tous les deux. Je me suis levé de table, j'ai rempli mon verre de whisky et suis allé m'asseoir seul sur le canapé. Personne n'a fait attention à moi, le repas était presque terminé, les bouteilles vides, les invités sombres et mous. Paul parlait de plus en plus lentement, il arrivait au bout de son rouleau. Il racontait le dernier Noël qu'il avait passé avec sa fille, 2 ans plus tôt. Alice avait fait son mieux pour organiser une soirée agréable, intime et chaleureuse, avec de bonnes choses à manger et à boire, juste pour eux trois, et même un sapin, des cadeaux, des produits de beauté, des disques, des pulls dans de jolis paquets avec du bolduc. Mais Céline, cataleptique, s'était endormie 10 minutes après son arrivée, sur ce canapé, Paul a fait un geste triste de la main vers moi, et n'avait émergé que 2 ou 3 fois de toute la nuit, brièvement, pour réclamer du miel ou du riz au lait. Il n'y en avait pas, avant de ressombrer dans ses rêves noirs en bavant. Ils avaient mangé tout seuls, Alice et Paul, sans parler, à 3 mètres de cette femme de plus de 30 ans qui ronflait et grognait, tordue sur le canapé, et qui était la fille de Paul. À Carcans-Maubuisson, j'avais rencontré une petite blonde de 13 ans qui m'était tombée dessus un soir dans la seule boîte du coin et que j'avais baisé le lendemain après-midi dans un champ. Pour être précis, qui m'avait patiemment montré le lendemain après-midi dans un champ comment la baiser de manière à peu près satisfaisante, car ce n'était que la 2e fois pour moi. La première, quelques mois auparavant, j'avais vaillamment essayé, pendant une dizaine de minutes pénibles, de m'immiscer à l'intérieur d'une certaine Catherine brune, qui tremblait de tous ses membres, avec l'impression désespérante de forcer comme un butor sur 2 pièces de puzzle qui ne pouvaient pas s'emboîter.
Un enfant l'aurait compris en 3 secondes, jusqu'à ce qu'un puceau blagueur dont j'ai oublié le prénom pénètre dans la chambre tel un diable boutonneux et nous vide en hurlant de rire une bouteille entière de sirop de grenadine sur les corps. Tandis qu'elle, la gamine de Carcans-Maubuisson, à peine sortie de l'école primaire, semblait déjà bien entraînée, et même experte à mes yeux, dans le domaine du rapport sexuel, dont elle connaissait tous les trucs et astuces. Comment s'appelait-elle? Céline, peut-être. Céline, Waline, ou Karine, Virginie, Émilie, Pauline, ou Céline. Et là, mes amis, on va s'arrêter, hein. C'était le chapitre 5. Bon, on commence à voir venir le truc, hein, donc je déplore rien. Donc en fait, voilà, la fille de Paul, là, le mec qu'il a invité, qui s'appelle Céline, qui est folle furieuse depuis son plus jeune âge. Et en fait, le narrateur qui va à cette soirée se rend compte que dans sa jeunesse, il a passé des vacances à Carcans-Maubuisson et qu'il y a une fille dans un champ qui l'a dépucelée, une fille blonde de 13 ans. Et dans son souvenir, qui s'appelait peut-être Céline, en tout cas Céline, Aline, enfin bref. Et il est là dans ce dîner, et donc il va commencer à flipper en fait, à se dire mais merde. En fait, la fille de Paul, qui finit complètement droguée, à lui jeter du sang sur son père, etc. En fait, c'est la fille qui m'a dépucelé. Il y a très longtemps, en fait. Et alors qu'il avait 16 ans. Évidemment, ça s'arrête pas là, cette histoire, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment que le début. Et moi, je trouve ça énorme. Voilà. Et puis, je sais pas vous, il y a le problème de ma lecture, quoi, hein. C'est pas mon métier, j'ai pas trop réfléchi à ce que c'était lire. En tout cas, pas comme ça. Et enfin, moi, comme je sais ce qu'il y a derrière, j'ai l'émotion qui commence à monter, quoi. Philippe Génada, vie et mort de la jeune fille blonde. Allez, on va faire comme Philippe Génada, on va travailler le suspense. Vous connaîtrez la suite demain, pour les quelques-uns, les quelques fous que ça intéresse. Allez, il fait nuit. Bisous.